En recouvrant leur indépendance, les pays d'Afrique et d'Asie avaient brisé l'obstacle qui les séparait d'eux-mêmes. Ils avaient enfin une identité, mais pas encore de visage, puisque longuement, méthodiquement, on les avait dressés à l'oubli d'eux-mêmes et quelquefois au mépris. Libres et indépendants. Pourquoi faire? Sinon d'abord pour s'extérioriser. La première tâche de la liberté, plus souvent conquise qu'acquise, est d'aller à la longue quête du passé, parce qu'il pèse tout son poids sur le présent et que c'est sur lui que l'avenir se greffe. Quête d'abord chez nous, bien sûr, dans ce qui demeure du passé, dans les objets fabriqués par nos mains. Dans nos bibliothèques. Dans les restes de nos villes détruites, oubliées, nos pierres, nos monuments. Dans nos mémoires, mais qu'est-ce chez l'adversaire, dans les aveux cyniques ou distraits de ses livres, dans la vérité à peine arrangée de ses films, dans tous les documents où si souvent il a tenté de nous travestir, mais dont il est si facile de percer les masques pour enfin parvenir à la vérité, notre vérité. Visage de larmes et de souffrance, visage de rythmes et de danses, visage d'harmonie reflétée dans les eaux, de mains matrices de beauté, visage de sueur essuyée sur les fronts, visage de l'Afrique, innombrable et pourtant une, diverse et pourtant fraternelle. Il sera flou mon visage oublié dont il faut que j'aille, patiemment, quêtant les traits. Mon visage qu'il faut que je redemande aux pierres calcinées de soleil, au bronze, au bois, au cuir revêt par des mains noires ou brunes, à la mémoire multipliée des médas et des griots, à l'ombre de la forêt, au désert en feu, aux sanglots étouffés des esclaves, au clairon de la victoire, à la liberté, plus belle encore que la libération. Il sera dense, mon visage. Il y a près de 8000 ans, où ne souffle plus que le vent qui brûle les sables vides du Ténéré, les roches arides du Tassili, des pasteurs de bœufs, des conducteurs de chars, gravaient sur la pierre la geste de leur chasse et de leurs troupeaux.
Plus au sud, les artistes de New York au Nigeria modelaient des statuettes de terre cuite. Afrique, présente au temps lointain où les hommes s'essayaient pour la première fois aux gestes et aux jeux, qui devaient faire plus humaine la vie. Temps anciens dont un jour nous exhumerons les vestiges. Puis à l'aube de l'histoire des limons du Nil, des Africains tirent la première grande civilisation, celle qui devait préluder à toutes les autres. Où les sages de la Grèce devaient puiser la science, beauté des formes écrites dans la pierre et le bronze. Écriture, spéculation de l'esprit, monde créé par les hommes et pour eux, lors même qu'ils semblent les écraser. Pendant le même temps, dans nos steppes, nos forêts, nos savanes, les tribus se font peuple et les sorciers deviennent rois. Il faudrait tout redire, et le Tekrour, et le Mandingue, et Jugurtha, Massinissa, et le Sonrai et le Mossi, et Kayamagan du Ghana, et Sundiassa du Mali, et le Monomatapa, tous ces noms oubliés des livres, certains flétris, et qui sont les jalons de lumière dispersés sur la grande route pour éclairer la marche des Africains. Au Moyen-Âge, la propagation de l'islam permet à des peuples entiers de l'Afrique de transcender les limites étroites, de briser les vieux cadres villageois, tribaux ou ethniques. Venu du Nord, Ibn Battuta, El-Bekri, s'émerveille à mesure de rencontrer des villes prospères, de découvrir des empires organisés et puissants. Avec les marchands et les prosélytes cheminent les choses et les idées. Algèbre, philosophie, alchimie, astronomie, théologie, médecine, architecture, toutes les sciences fleurissent de Tombouctou au Maghreb. Et bientôt, sur l'Espagne des Visigoths, des Africains projettent le rêve de Pierre de l'Alhambra, les fastes de Grenade, les raffinements de Séville, Tolède, Cordoue, Mesquita. La science d'éclair grisant l'appétit des marchands, l'Europe se lance sur tous les océans. De tous les ports, d'Anvers, d'Amsterdam, de Bordeaux et de Nantes, les blanches caravelles partaient. Elles portaient sur tous les rivages les marchands d'Europe avec leur soif d'or, les prêtres, dont certains étaient prêts à tuer, pour Dieu, les reîtres et leurs rêves de rapine et de sang. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal, ils pouvaient s'appeler Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Pizarre, Almagro, Cortés, ou mille autres encore. Ce sont les civilisateurs du Nouveau Monde. En Amérique, les Blancs n'avaient plus assez de bras pour leurs champs de canne et de coton, pour leurs mines. Il fallait en trouver ailleurs. Et ils songèrent à l'Afrique. L'Afrique dansante, endormie, divisée, et qui n'avait rien à opposer au calcul de la raison grecque, aux appétits des marchands, que son sommeil et ses danses et ses divisions. Ce fut la traite. L'inhumaine fonction fut poursuivie pendant les siècles, sans répit, sans pitié, sans remords. La traite a drainé d'Afrique de 100 à 200 millions d'Africains. Quand ils viennent pour la première fois, nous sommes plus ravis qu'étonnés. Ils tournent l'efficacité de leurs armes contre les animaux. Sur nos rivages paisibles, débarquent mi-craintifs, mi-émerveillés.
Et en effet, ils reviennent par essaims, ordonnés, innombrables, affublés d'oripeaux, bardés de convoitises, armés d'acier et de mépris, avec aussi des voix plus cassantes, les traits plus durs et des intentions précises qu'ils ne prennent plus la peine de dissimuler. Ils appellent cela la pénétration pacifique. Quand en 1830, sur le sable blond d'une plage africaine, celle de Sidi Ferruche, près d'Alger, débarquent les premières troupes européennes, le reste de l'Afrique court, sans le savoir, le risque de tomber aussi à brève échéance. Les troupes ne s'attaquent pas seulement à l'étagement blanc des maisons d'Alger, elles menacent aussi le Maroc, la Tunisie, le Soudan, le Cameroun, l'Afrique tout entière. Ces colons qui mettent les pieds pour la première fois sur un bout de la terre africaine vont vouloir essaimer partout où notre long sommeil, notre armement tragiquement anachronique, quelquefois aussi notre désunion les appelle. Alger tomba, et c'est toute l'Afrique qui était frappée. En 1896, la conférence de Berlin fut réunie pour accorder les appétits. Anglais, Français, Allemands, Espagnols, Portugais se réunirent pour dépecer l'Afrique sans se nuire. Il n'est pas jusqu'au tsar qui ne fut de la partie. À cette conférence sur l'Afrique, il ne manquait que les Africains. Possibilité d'annexer tout territoire d'Afrique à condition d'y planter un drapeau. Contre l'entreprise multipliée, protéiforme, des hommes africains se dressent. Abdelkader l'Algérien, pendant 17 ans chevalier de la liberté, Setawayo le Zoulou, sur qui il fallait conquérir la terre africaine pied à pied, Samori le Mandingue, trahi mais invaincu, Abdelkrim le Rifin, l'aigle indompté des monts qu'il fallut 2 nations pour vaincre, Béhanzin du Dahomey, capturé pour n'avoir pas voulu plier, Babamba du Mali. Et avec eux, des milliers d'hommes et de femmes, héros anonymes de la liberté. Puis commencèrent les visites. On nous a dit, vos tribus s'entre-déchiraient, nous sommes venus pour vous apporter la paix. Les hommes qui venaient nous voir maintenant s'entouraient d'apparat. Quand brusquement, pour des raisons que nous ne savions pas discerner encore, les peuples d'Europe sont entrés en guerre les uns contre les autres. On nous a jugés dignes d'y entrer aussi. Et chaque nation européenne a mobilisé 16 Africains. Chacun leur a fait faire son entraînement. Et nous avons appris à faire la guerre à l'allemande, à l'anglaise, à la française, à l'italienne. Nous sommes allés à la guerre vêtus des mêmes uniformes.
lestés des mêmes viatiques. Dieu reconnaîtra les siens. Nous sommes aussi couchés dans la même mort, en ligne comme dans la vie, par fournées entières, tant étaient divers les engins que les hommes d'Europe avaient conçus pour répandre la mort. En 1917, dans l'immense empire des tsars, la révolte des déshérités blancs se fit révolution. Pour la première fois, un peuple d'Europe ne faisait plus cause commune avec nos conquérants. Pour nous, alors, commençait à se concrétiser l'espoir qui allait changer la règle du jeu. Il a fallu 4 ans pour que ces nations trop riches pour épuiser leurs ressources en l'espace de quelques semaines, enfin renoncent au massacre héroïque ordonné. Les vainqueurs, car il y eut des vainqueurs, se livrèrent d'abord à la joie. Puis, par le traité de Versailles, prétendirent asseoir les bases d'un ordre nouveau qui les ont dit humains, fraternels, débarrassés du cauchemar de la guerre. Ils proclamèrent un programme pour la paix du monde. Eux peut-être savaient les avantages qu'ils avaient tirés de cette épreuve. Pour nous, la guerre, c'était l'immortalité dérisoire des monuments de pierre qui disaient nos noms en lettres que nous ne savions pas lire. C'étaient des hochets plus fragiles et plus vains encore, aux poitrines des survivants. On pendit des décorations. Ils eurent aussi droit à l'accolade virile, fugace aussi, il est vrai. Une fois parti, la part du spectacle, il fallait revenir à la vérité. La vérité est que nous, Africains, n'allions pas tarder à savoir que pour l'essentiel, notre État n'avait pas changé. 4 ans à peine après la Première Guerre mondiale, à l'extrême pointe de la terre africaine, dans le Rif, contre des Africains qui prétendaient vivre chez eux comme des hommes libres, des troupes semblables à s'y méprendre à toutes celles qui, depuis plus d'un siècle, n'avaient cessé de se déverser sur tous les rivages africains, débarquaient. Les méthodes n'avaient en rien changé. Des canons modernes tiraient comme jadis sur des fantassins au front primitif.
On alternait les avantages frelatés, avilissants, de la paix avec l'efficacité des armes. Pour aider à une domination plus assurée, on gagnait le concours des cadres locaux, inconditionnellement acquis aux intérêts des nouveaux maîtres. Pendant des décennies, sur le continent entier, va s'abattre la dure loi de ce qu'on a, suprême dérision, appelé un pacte. Le pacte colonial dont nous étions l'objet, mais auquel nul ne nous avait demandé de souscrire. Qu'à plus forte raison, nul ne nous permettait de discuter. À vrai dire, en Afrique, même les hommes et les choses semblaient pétrifiés dans l'absurde. En Afrique sévissait la vieille loi de l'exploitation de l'homme par l'homme. Une main-d'œuvre à bon marché y rendait inutile l'emploi des machines. Réserve de bras au prix vil, source de matières premières à l'état brut. L'Afrique n'existait pas pour elle. Elle était le complément mineur d'une économie étrangère. En Europe, l'industrie se développait et imposait chaque jour davantage son rythme et ses exigences. Le cycle était infernal, impératif, et pour la première fois à l'échelle du monde. Les machines produisaient chaque jour davantage, et chaque jour, elles exigeaient, par en bas, plus de matières premières à transformer, par en haut, plus de marché pour y écouler leurs produits. Enfin, l'Afrique fournissait des clients et les matières africaines extraites au prix de combien d'épreuves par les mains africaines nous revenaient travailler dans les usines d'Europe. Et nous les achetions au prix fort. Pour drainer vers l'étranger les richesses de l'Afrique, on emploie les voies innombrables, diverses. Les casernes, les banques s'installent sur notre terre vierge. Des vautours sur l'Afrique.
La ponction, pendant des années, avidement, patiemment continuée, ne tarde pas à produire ses effets. Mais le drame n'empêchait pas la mascarade. Aux hommes à qui on refusait les moyens de vivre, on permettait les jeux vains. Comédie périodique, les élections étaient à la fois baume inefficace et moyen de domination. Sur tous nos rivages prospérait la dernière venue des tribus africaines, celle des bénis oui-oui. Alors commença l'épreuve du grand silence de l'Afrique, l'œuvre de dépersonnalisation continuée pendant des mois, des années, des générations. On nous disait, vous n'avez pas construit le Parthénon, le Colisée, ni les cathédrales. Nos livres ne parlent de vous que distraitement quand ils en parlent. Descartes n'est pas né dans votre nuit, ni Newton, ni Michel-Ange. De quel nom, de quelle foi, de quel monument avez-vous enfanté pour votre gloire et le bonheur des hommes? Il fallait de surcroît ne rien dire. On nous privait de voix, dans l'espoir qu'ainsi on allait nous priver d'âme aussi. Il importe peu que les voies de communication aient été construites pour mieux nous contraindre et drainer plus commodément vers la mer les richesses de notre sol et de notre sous-sol, et pour qu'ils disent « Le jour où une voie ferrée joindra un point de la côte du Sénégal ou de la Guinée française à un point du Niger, ce jour-là, non seulement vous aurez rendu toute révolte impossible, mais encore vous serez sûr de charrier à la côte la plus grande partie du trafic des caravanes. » Nous savons aussi que pour construire les 140 km du Congo-Océan, il a fallu 17 000 vies d'hommes. Un cadavre africain tous les 10 mètres. Dans le grand continent saignant, meurtri et muet, il restait encore un îlot de liberté, l'Éthiopie. En 1935, la dernière venue des nations de proie y jette son dévolu. Il fallait supprimer cette dernière insulte à la civilisation. Mussolini n'eut même pas besoin d'invoquer les vieux prétextes fallacieux. Il fallait conquérir à la fois pour la gloire et pour le profit. Contre des guerriers africains armés de lances et de leur seule volonté de défendre la terre africaine, les troupes fascistes débarquèrent un armement moderne.
Le cycle est clos. Désormais, tous les peuples d'Afrique partagent un même destin. Et d'Alger au Cap, de Dakar à Djibouti, un seul ordre règne. L'ordre colonial. Mais les maux des peuples colonisés ne guérissaient pas des leurs les colonisateurs. Le pacte colonial refluait sur l'Europe elle-même. Le fascisme y était une excroissance du système imposé à l'Afrique. Il en était la quintessence, et comme la formule épurée. Guernica, Barcelone tombent sous les coups des fascistes. Tout cela avait sa source dans le silence entourant les bombes sur Addis Abeba. L'Europe a laissé le colonialisme triompher. Le fascisme s'y est fait les dents. Et c'est la Seconde Guerre mondiale. À la grande tourmente, les hommes d'Afrique, une fois de plus, participent. À Monte Cassino, il y a 400 tombes européennes, mais 2900 tombes africaines. Morts africains, tombés pour la liberté des autres, hurlements bruns, ou bronzés, ou noirs, jetés contre la gueule des canons, comme un défi dérisoire, rythme de tam-tam et de brousse, habité de soleil, brisé dans l'exil des cieux gris, pour redonner à d'autres le goût de vivre et d'oublier. Pour qu'à Paris, Londres, New York, défilent les triomphateurs. Un triomphe ambigu, au moment même que de naître, car le 8 mai 1945, le jour même où la signature de l'armistice dénouait l'angoisse au cœur de millions d'hommes et faisait exploser les joies dans les rues de leur capitale, en terre d'Afrique, à Sétif, à Guelma, 45 000 Africains tombaient, comme s'il était urgent de nous rappeler que la liberté reconquise n'était pas la liberté africaine.
Les mêmes hommes qui venaient de se battre pour que plus personne au monde ne connût l'indignité, la servitude et la loi du plus fort, retrouvèrent intactes sur le continent les règles mêmes contre lesquelles ils avaient combattu avec l'esprit qui les avait soutenus. Incapables de concevoir et a fortiori d'accepter un ordre qui portait atteinte à leurs privilèges, les nouveaux maîtres prétendaient figer l'histoire et quelquefois en remonter le cours. Mais on ne se bat pas impunément pour la liberté, même quand c'est pour la liberté des autres. À Madagascar, en Algérie, les hommes d'Afrique s'étaient levés, exigeant de vivre en hommes eux aussi. On se chargea une fois de plus de leur rappeler que la liberté reconquise n'était pas la leur. L'ordre fut rétabli, à coups de canon, par des rafles, des exécutions, le couvre-feu, le napalm, les camps. Rien n'avait changé dans les moyens, parce que rien n'avait changé dans les sens. On avait seulement affiné les systèmes sur la réalité, plaqué la caricature d'une justice rendue par des juges locaux contre les accusés locaux, eux aussi. Si réellement locaux que parce que leur nom était difficile à prononcer, on leur apposait des numéros. L'évolution du système avait atteint son apogée. Les Africains, déshumanisés, sans visage, sans nom, n'étaient plus que les unités d'une série. Par ailleurs, les mêmes élections truquées amenaient à des assemblées croupions les mêmes hommes d'avance acquis. Mais qu'importait désormais? Désormais, la vie des Africains était ailleurs. Elle était dans les profondeurs de l'Afrique, la fidèle, l'authentique, celle qui mourait de misère et continuait de vivre d'espoir et de lutte. Il meurt des hommes à Dakar. Il en meurt aussi à Hanoï. À New Delhi.
des signes que l'ordre dont nous mourions se mourait, car plus rien, désormais, ne pouvait arrêter notre marche. Il fallait inventer d'autres formes de revendiquer l'existence, et tous les autres moyens ayant échoué, se résoudre à la violence de la dignité pour répondre à la violence de l'agression. L'ère est close des contestations mineures. Ce dont il s'agit, cette fois, c'est d'une remise en cause fondamentale, d'une exigence entière d'existence. À un bout du monde, des opprimés commencent l'essentielle aventure. À travers la forêt, cheminent, chacun chargé de 300 kilos d'armes, les vélos de la liberté. Plus rien ne peut arrêter la volonté de vivre du peuple vietnamien, entier dressé contre la servitude. Ni la jungle, ni l'insuffisance des moyens, ni le napalm, ni les bombardements en masse. Quand les peuples d'Afrique apprennent Dien Bien Phu, ils savent que ce nom sonne le glas de leur servitude. Aussi bien les espoirs et les leçons de la jungle vietnamienne passent-ils bientôt sur notre continent. Les aspects de la lutte peuvent changer, mais pour l'essentiel, le combat est le même. Les hommes d'Afrique retournent contre leurs exploiteurs les armes mêmes qu'ils ont appris d'eux. Et la kyrielle des moyens que l'on emploie de nouveau pour nous dompter sonne cette fois comme autant de procédés tragiquement vains.
répression contre les civils, ni les villages détruits, ni les incendies, ni les exécutions sommaires. Ni les longues colonnes de nos réfugiés chassés de leur foyer. Ni les agressions contre les pays amis qui préfèrent subir Suez et Saket Sidi Youssef que de nous refuser la pointe de leurs bras fraternels ne peuvent plus rien contre l'immense souffle de notre liberté.
poussant jusqu'au bout un système qui a tant de fois réussi contre nous, on peut encore violenter nos femmes et nos enfants. Parqués par milliers, nos hommes désarmés, dans l'espoir d'emmurer leurs rêves avec eux. Débarquer chaque jour de nouveaux renforts. Inventer des armes et des armées neuves, exprès dressées pour nous contraindre. On imagine de nouveaux types de reîtres. On les pare de noms neufs et que l'on voudrait prestigieux. Paras, légionnaires, miliciens. On invente pour eux des tables nouvelles de valeur. Le système aux abois se défend comme une bête traquée de toutes ses armes. C'est en vain que la violence des armes s'étant révélée vaine, des organisations civiles tentent l'extermination là où la contrainte a échoué. وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحف
presque tout entière, ombrée de la même teinte, la teinte grise de la dépendance. En moins de 15 ans, jour après jour, des nations libres vont éclore en un seul et même combat. La lutte des uns suscitant la liberté des autres. Dans les rues de nos villes, dans les cases de nos villages, dans les cœurs de nos hommes et de nos femmes, déferle l'immense cri de notre délivrance. Le style de chaque indépendance est différent, mais la même joie éclate dans les rires, vit dans les danses, dans les rythmes, dans le grand baiser des retrouvailles. Nous savons maintenant que la liberté de l'Afrique est inéluctable. Nous savons que cette terre de nouveau sera nôtre, qu'elle l'est déjà à la mesure de nos rythmes et de notre longue soif et de nos espérances. Nous savons que de nouveau elle sera avec elle-même réaccordée et que nous, hommes d'Afrique, nous dompterons les eaux, les airs et le feu. Et voyez, nous domptons déjà les démons. Mon fils au corps de bronze, mon fils rayon de soleil. Demain, l'école s'ouvrira pour toi, ô mon fils au cœur de bronze. Demain, tu apprendras tout ce qui donne aux hommes pouvoir. Pouvoir non pas pour asservir les hommes, pouvoir pour bannir la fièvre des marais.
pouvoir pour obliger la terre à rendre les hommes forts. Tu seras, ô mon fils, le maître des aciers qui là-haut percent les nuages, le maître des avions tonnerres. Tu seras, ô mon fils au cœur de bronze, mon fils rayon de soleil. Tu seras le maître des livres aux 1000 pages. L'histoire, il est vrai, n'est pas finie. Mais l'histoire finit-elle jamais? L'histoire n'est pas finie, puisqu'au Congo, Lumumba, sa seule pensée, le bonheur de son peuple, sa seule idée que les richesses de son pays profitent. Lumumba et ses frères, puis pour freiner la colère populaire, ils ont dressé les remparts des armes et lorsqu'au nom de la civilisation occidentale s'élancent en un point du monde les nouveaux chevaliers de la croisade impériale, s'instaurant gendarmes universels, nous sommes auprès de ceux qui bravent les bombes. Car cet ordre qu'ils prétendent défendre, nous le connaissons. Il s'appelle impérialisme, quel que soit le drapeau sous lequel il s'abrite. L'histoire n'est pas finie, puisqu'au sud de notre continent, des hommes d'Afrique sont parqués par milliers dans les zones, dans la misère, et qu'il y règne encore la vieille loi du mépris, de la ségrégation et de l'apartheid. You know my God's going to trouble the water.
South Africa is the richest country in Africa and could be one of the richest countries in the world. But it is a land of extremes and remarkable contrasts. The whites enjoy what may well be the highest standard of living in the world, whilst Africans live in poverty and misery. 40% of the Africans live in hopelessly overcrowded and in some cases drought-stricken reserves, where soil erosion and overworking of the soil make it impossible for them to live properly on the land. 30% are labourers. Labour tenants and squatters on white farms and work and live under conditions similar to those of the serfs of the Middle Ages. The other 30% live in towns where they have developed economic and social habits which bring them closer in many respects to white standards. Yet most Africans, even in this group, are impoverished by low incomes and the high costs of living. L'apartheid qui a érigé la violence en système de gouvernement, oubliant que la violence engendre la violence. L'histoire, il est vrai, n'est pas finie, puisqu'au flanc de l'Afrique, des blessures saignent, puisqu'en Angola, en Guinée, au Mozambique, en Arabie du Sud, à Aden, des hommes travaillent à briser les vieilles chaînes et mènent encore le combat des vieux âges, notre combat. Mais quand un homme prend la lance, ils ont pris la lance. Quand un homme prend le fer, ils ont pris le fer. Quand un homme dans la montagne, ils sont dans la montagne. Crient et hurlent liberté. Et que dans tous les villages, dans les cœurs et dans les cœurs, l'écho reprend liberté. Lorsque sous la matraque, sous la chicotte et le sabre, l'écho chante liberté. Quand chaque homme prend la lance, ils ont pris la lance. Quand chaque homme prend le fer bien en main, ils ont pris le fer bien en main. Et que dans tous les villages, dans les cœurs et dans les cœurs, l'écho reprend liberté. Alors, préparez les couleurs pour les cartes, pour les mâts et pour les vivants. Préparez les couleurs pour la Guinée, pour l'Angola, pour Mozambique, pour Aden, pour tous les pays qui naîtront à la vie. Car ils arrivent, les voilà.
Sanglants, fiers, neufs, ils arrivent. Les voilà.